On passe maintenant du cadre français, on va un petit peu aller voir ce qui se passe en Belgique. Donc je vais laisser la parole à Michel Mercier pour la suite. Ben, merci Frédéric. Donc le point de vue que AG m'a demandé de prendre et que j'ai pris, c'était d'envisager les enjeux idéologiques, les enjeux psychosociaux et économiques de politique en Belgique. Et donc, je me situe à la fois comme économiste et comme psychologue, c'est-à-dire voir les enjeux de représentation sociale liés aux politiques menées et les enjeux économiques, parce qu'on est, à mon sens, et ça a été évoqué tout à l'heure par Frédéric, ça a été évoqué par Madame Romer, par Yann, on est dans une idéologie absolument néolibérale, y compris dans le travail à l'égard des personnes en situation de handicap, et ce que j'essaierai de montrer et de démontrer. Alors, j'aborderai la question en 4 points. 1, l'évolution des politiques sociales en matière de handicap dans la Belgique qui s'est fédéralisée et régionalisée. 2, un exemple d'intégration et d'insertion sur le marché du travail. Et donc, cet enjeu idéologique, j'essaierai de le mettre en évidence. 3, alors, comment dépasser ces excès finalement de manque d'inclusion, d'insertion et d'intégration par la théorie des capacités d'Amartya Sen qui a été prix Nobel de l'économie. Et enfin, comment reprendre tout ça dans les disability studies qui veulent prendre en compte la dimension politique que Madame évoquait à propos des associations sur le loisir des personnes déficientes intellectuelles. Eh bien, je crois que c'est vrai que les recherches universitaires doivent tenir compte des revendications du monde associatif et le font pas assez. Donc, premier point, évolution des politiques en Belgique. Donc, on souligne le fait que la Belgique était un État national et qui s'est fédéralisé. État national où il y avait 2 grandes orientations de financement à l'égard des personnes en situation de handicap. Le fonds de reclassement professionnel des handicapés, et on disait à l'époque des handicapés. Aujourd'hui, on est très prudent et très édulcoré en parlant de situation de handicap. Là, on y allait clairement en disant Fonds national de reclassement des handicapés, qui est consacré à la politique de mise au travail des personnes en situation de handicap. Un deuxième fonds qui était le fonds 81, qui était lié à la Constitution belge, consacré à l'accueil en institution d'accueil, l'accompagnement et l'accueil en matière de santé des personnes en situation de handicap. En 1994, la Belgique a été régionalisée, donc le fonds 81 qui faisait partie de la Constitution a été supprimé et la régionalisation a mené finalement à des changements de politique que j'essaierai de vous décrire brièvement. En 1994 aussi a été créé le Comité wallon des personnes handicapées, le CWPH, qu'on m'avait demandé de présider à l'époque. Donc le ministre des Affaires sociales et de la Santé de Wallonie m'avait demandé de présider le Comité wallon des personnes handicapées, où la parole était donc donnée aux représentants des associations et en vue de mettre en œuvre la politique régionalisée en matière de handicap. Et ça a été la création de la WIP, de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées. Et on n'est plus alors dans l'idéologie de la mise au travail et uniquement, mais dans l'intégration sociale. Et plus tard, alors en 2013, aura lieu la création de la VIC, l'Agence pour une vie de qualité, qui dépassait largement les orientations de simplement
mise au travail et d'hébergement, mais replacer la politique du handicap dans l'ensemble de la politique sociale et d'insertion de l'ensemble de la population en Belgique, et donc dans les différentes régions wallonnes, néerlandophones et bruxelloises. Alors, pour mettre en évidence l'idéologie sous-jacente, je prendrai le deuxième grand point, intégration des personnes handicapées dans l'enjeu de l'insertion sociale et professionnelle. Je dénonce, en regardant les chiffres, qu'on est dans une pure idéologie de la performance et du libéralisme économique. En effet, dans la politique mise en œuvre, il faut constater, si on va fouiller dans les chiffres, et le pouvoir politique n'aime pas qu'on aille chercher ces chiffres-là quand on est universitaire, et donc, mais je crois qu'il faut dénoncer que les aides pour la mise au travail des personnes handicapées sont essentiellement consacrées à des aides aux entreprises. Les entreprises ont des primes de compensation des difficultés de perte de rendement dues au handicap, qui sont perpétuelles pour une personne en situation de handicap. Donc l'État paye une partie de son salaire. Et de plus en plus, on leur demande d'être performantes. Et en même temps, il y a une partie du salaire qui est virée par l'État. Deuxièmement, les primes d'insertion qui sont valables pour une année où l'entreprise reçoit un financement pour insérer une personne handicapée dans son fonctionnement. Et enfin, une prime de tutorat qui, on paye un employé ou un travailleur, un salarié de l'entreprise pour encadrer la personne handicapée. Mais vous voyez qu'il y a à peu près 40 millions d'euros qui sont consacrés par an à finalement aider des entreprises pour un petit nombre finalement de personnes insérées. Et tout ce qui est aide directe à la personne, je vais passer rapidement ici pour ne pas prendre trop de temps, mais c'est l'aide aux frais de déplacement, l'aide à l'allocation pour finalement travailler comme indépendant, l'aide aux aménagements technologiques. Et les aménagements technologiques, j'ai défendu en 1995 le fait de développer un centre de ressources et d'évaluation des technologies. Il y a encore beaucoup trop peu d'aménagements technologiques parce que si on voulait, les personnes en situation de handicap pourraient être tout à fait performantes moyennant des aménagements technologiques adéquats. Ce que Yann soulevait tout à l'heure et ce que Mme Romer a soulevé aussi, et Frédéric aussi a évoqué les technologies. Il y a vraiment quelque chose à faire dans ce domaine-là. Donc, en résumé, 97% du financement va aux entreprises et seulement 3 à 7% du financement vont directement aux personnes pour leur donner des moyens de s'insérer. En plus, on est dans un processus d'insertion sociale plutôt que d'intégration et d'inclusion parce qu'on développe les entreprises de travail adapté. Les entreprises de travail adapté sont des entreprises où il y a des moniteurs qui encadrent des personnes en situation de handicap et on leur demande d'être productives. De plus en plus, ces entreprises de travail adapté entrent dans une logique de performance et une pure idéologie de la rentabilité et de la performance économique. 90 millions de financement par année pour 9000 emplois, donc encadrement des personnes pour qu'elles soient performantes et qu'elles entrent dans la logique économique. Donc, en résumé, il n'y a pas de réelle perspective d'intégration et surtout pas de perspective d'inclusion. On est dans une perspective de rentabilité et d'insertion où les personnes handicapées sont marginalisées dans les entreprises de travail adaptées. Comment alors aller au-delà de ça ? On peut aller au-delà de ça de deux manières, par le fait de prôner l'inclusion par une référence aux capacités des personnes,
et c'était évoqué par monsieur tout à l'heure, repartir des compétences réelles des personnes, de leurs capacités. Et deuxièmement, par le fait de développer dans les universités des recherches sous forme de disability studies, c'est-à-dire qui tiennent compte des revendications politiques des personnes en situation de handicap. Capacité, il s'agit de mettre en évidence les potentialités de capacité des personnes et de les utiliser, parce qu'elles peuvent ne pas les utiliser, parce qu'on ne favorise pas l'utilisation, et les capacités donnent lieu à leur liberté d'action, mais n'est pas toujours mise en évidence, n'est pas toujours réalisée, et simplement dans certains types de mise en œuvre des capacités, il y a finalement un bien-être qui est créé quand les personnes mettent en œuvre les capacités dont elles disposent et qu'on leur donne la possibilité de mettre en œuvre. Un deuxième élément, c'est la mise en place de facteurs de conversion des capacités en compétences par l'appel à un environnement capacitant. Donc, il s'agit de mettre en œuvre les compétences par des facteurs de conversion. Je donne des exemples rapidement. Par exemple, on peut dire que les personnes en situation de déficience intellectuelle doivent voter. Elles peuvent voter en Belgique. Mais si on ne met pas en place des moyens pour les former, les sensibiliser, leur faire comprendre les enjeux des élections qu'on aura bientôt, d'ailleurs au mois de juin, eh bien, ça ne sert à rien de dire qu'elles ont le droit de vote. Donc, il faut développer dans un environnement capacitant des facteurs de conversion qui les rendent capables de voter en tout état de cause avec les éléments nécessaires pour exercer leur citoyenneté. Autre élément, madame qui parlait de déficience intellectuelle tout à l'heure, probablement est au courant de ça, c'est tout ce qui est le facile à lire et à comprendre. On peut développer une manière d'exprimer les choses qui rendent les choses faciles à lire ou à comprendre pour les personnes déficientes intellectuelles. Autre exemple, les aménagements technologiques. Les aménagements technologiques réellement efficaces, comme Frédéric le soulevait tout à l'heure, sont des aménagements technologiques qui doivent être des facteurs de conversion des capacités pour que les capacités soient réellement mises en œuvre dans l'environnement capacitant. Donc, il faut se situer dans un environnement capacitant, dans des organisations capacitantes qui changent les relations entre accompagnateurs et personnes en situation de handicap. À la limite, l'accompagnateur peut devenir bénéficiaire de ce que les associations révèlent sur les besoins des personnes en situation de handicap, et les personnes en situation de handicap elles-mêmes vont révéler leurs besoins, donc elles deviennent experts de leur situation. Et là, je ne détaillerai pas ici, mais on en parlera probablement un peu plus cet après-midi. C'est le programme international d'éducation à la citoyenneté démocratique qu'on développe avec des collègues québécois. Ça met en œuvre des relations, des ateliers qui réunissent des personnes déficientes intellectuelles, des accompagnateurs et des chercheurs pour essayer de dégager les pertinences de recherche dans le domaine de la déficience intellectuelle. Les personnes déficientes intellectuelles elles-mêmes sont amenées par leurs accompagnateurs et les chercheurs à critiquer la mise en œuvre des recherches dans le champ de la déficience intellectuelle. Et là, on est dans des organisations capacitantes qui, finalement, vont jusqu'à imprégner et déterminer les programmes de recherche. Et là, on a alors dans l'esprit des disability studies que je défends et qui devraient, dans les pays francophones, être développés. Les disability studies prétendent que l'on peut, et je crois que c'est vrai, que l'on peut, dans les recherches universitaires, mettre en œuvre les revendications politiques des associations. Les personnes handicapées, je suis dans le cadre d'un projet Erasmus+, pour le moment où
les collègues et Frédéric participent aussi à ce projet, c'est-à-dire c'est favoriser l'accueil des étudiants en situation de handicap, c'est ce que le droit de savoir faisait Marie-Pierre Touban, et donc, et de repris à l'INUSHA, et donc favoriser le fait que les personnes en situation de handicap fassent partie des équipes de recherche, favoriser l'accueil des étudiants handicapés dans les universités pour que les recherches concernant le handicap soient menées en collaboration avec les personnes en situation de handicap. On est tout à fait là, et j'ai oublié d'aborder le point sur les aspects internationaux, on est tout à fait là dans l'esprit de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées qui a déjà été évoquée tout à l'heure, promulguée en 2006 et ratifiée par la Belgique en 2009 et la France en 2010. Donc, il y a des changements de représentation là. Et dans la prolongation de la déclaration de Madrid relative à la non-discrimination. Et comme Mme Romer le disait, c'est pas contraignant, mais ça change quand même les représentations quant au handicap et lutte contre les discriminations par des aménagements raisonnables. Donc, les recherches dans le champ du handicap peuvent être partielles, peuvent être partisanes, comme sont partisanes toutes les recherches universitaires. Il n'y a pas de neutralité, finalement. Si les recherches sont pratiquées par les personnes qui ne sont pas handicapées, eh bien, elles sont partisanes comme porteuses de non-handicap. Si les recherches sont portées par les personnes en situation de handicap, elles sont partisanes. Et il suffit finalement de jouer sur les rapports entre valides et personnes handicapées dans les champs des recherches. Et je crois que Agé Lomo et Frédéric vont tout à fait dans ce sens-là, en favorisant certaines orientations de recherche. Donc, en définitive, il faut développer des perspectives d'environnement capacitant et de mise en œuvre des capacités. 2, il s'agit de développer des recherches où les personnes en situation de handicap et où les associations représentatives sont partie prenante des programmes de recherche. 3, il faut développer les capacités, les environnements capacitants pour favoriser de véritables inclusions. La véritable inclusion, c'est respecter, comme il a été dit par Yann tout à l'heure, c'est respecter les différences, c'est respecter les capacités des personnes. C'est un peu, et je compare ça à ce qui se passe avec les autochtones en Guyane, où on a assisté à un colloque à la fois où on parlait de handicap et des autochtones. On est dans le mouvement de la colonisation. En effet, trop longtemps, les colonisateurs ont cru apporter la civilisation aux populations colonisées en leur imposant leur propre culture. Eh bien, dans le champ du handicap et de la politique en faveur des personnes handicapées, on va souvent dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire la politique sociale, l'inclusion est à la politique sociale, ce que la civilisation a été trop longtemps aux politiques coloniales. Je vous remercie. Bravo. Merci beaucoup à Michel pour ce bel exposé. Merci aussi à Marie-Martine qui a assuré. Oui, merci à Marie-Martine. On voit le travail d'équipe et quel binôme toujours aussi efficace. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser ou des remarques à faire à Michel par rapport à sa présentation ? Il y a une question. Il y a une question. Vous avez parlé de recherches dans lesquelles on impliquait des personnes en situation de handicap. Je voulais savoir si on pouvait retrouver ces recherches quelque part ou s'il y avait un endroit où ces ressources étaient, ou des liens vers ces ressources pouvaient être regroupés ou quelque chose comme ça. Mais je crois qu'en Angleterre, en tout cas chez les anglophones, il y a plus de personnes en situation de handicap qui sont réellement preneuses des recherches. Mais en Europe, je crois que, en Belgique, moi j'ai travaillé pendant
toute ma carrière comme chercheur à l'université de Namur, chercheur aussi bien en sciences économiques qu'en psychologie. Et de plus en plus, alors, il y a des associations qui revendiquent d'avoir quelque chose à dire dans les universités. Par exemple, l'association Inclusion, qui est une association en Belgique qui regroupe des personnes qui défendent les personnes déficientes intellectuelles, disent qu'elles ont des demandes à faire aux universités. Et Madame l'évoquait tout à l'heure à propos des loisirs, il y a à prendre en compte les revendications des associations. Et si vous êtes membre d'associations, revendiquez le fait d'avoir quelque chose à dire dans les programmes de recherche. Mais je crois que Frédéric et Agé associent aussi des personnes handicapées, des personnes en situation... Et on ne brade pas la recherche. Ça doit être des véritables chercheurs qui ont fait des doctorats, qui ont fait des post-doctorats, et qui finalement sont partiales parce qu'ils sont concernés par le handicap, mais travaillent en toute objectivité des recherches, comme les personnes valides travaillent les recherches. Et elles sont toutes aussi partielles d'ailleurs. Là, le sujet qui est posé, il est intéressant, c'est la participation des personnes handicapées, à la fois aux politiques publiques, à la fois aux recherches, mais je dirais aussi après aux actions de terrain. Et c'est vrai que sur l'accessibilité, ça c'est une tendance de plus en plus forte. On a aussi chaque fois tous les projets qui sont en lien avec l'accessibilité qui se font en collaboration, en concertation avec les personnes concernées, qui apportent du coup leur expérience et leur expertise aux différents niveaux du projet, c'est-à-dire à la conception, la mise en œuvre et aussi l'évaluation. Ça c'est aussi assez récent, voilà, ça peut être une dizaine d'années, mais je trouve que c'est essentiel parce qu'effectivement c'est comme ça qu'on peut être au plus près des besoins des personnes. Alors c'est vrai qu'on l'a maintenant c'est dans la recherche ou de plus en plus dans la recherche, sur le cahier des charges, effectivement, il va y avoir, une concertation qui va se faire avec un public qui est concerné par le sujet. Mais c'est vraiment une vraie question. Et bon, de toute façon, on va en parler encore cet après-midi dans les différents ateliers parce que, effectivement, c'est une tendance de plus en plus forte. Il y a encore le monsieur dont j'ai oublié le prénom, mais d'APF France, là, qui a une remarque à faire. Petite information. La faculté de géographie de Strasbourg est en train de faire une étude sur le déplacement des différentes populations dans les transports en commun et sur la voirie, et elle a assisté, elle a invité les associations de personnes handicapées visuelles et handicapées moteurs à s'associer. Et c'était une recherche au niveau européen, puisqu'elle associe les universités de Bruxelles, de Concar en Turquie et de Strasbourg. Voilà. Mais on est pour le moment dans un projet Erasmus+, Non. où il y a des associations de personnes en situation de handicap et surtout de mouvements, parce que ce n'est pas des individus, c'est des orientations politiques par des associations qui finalement structurent les demandes, structurent l'organisation des revendications, etc. Et donc, ce projet Erasmus+, qui est mené par Laurence Fabron de l'université de Clermont-Auvergne, et prône l'engagement des étudiants en situation de handicap dans les universités, l'accueil en tout cas, le développement des recherches qui impliquent des associations dans le champ du handicap, et comment organiser, c'est de la gouvernance, et ça c'est les SHEA qui s'en occupent, comment organiser la gouvernance autour de l'accueil des étudiants en situation de handicap dans les universités et du développement de recherche où les personnes
et les associations sont partie prenante. Impeccable. Très bien, merci beaucoup Michel pour ta réponse.